J'ai plein de questions pour toi. Je vais te triturer au moins jusqu'à 5 heures du matin. Est-ce que tu es prêt? Non, quand même pas, faut que j'aille me coucher tôt, moi. Ah, j'avoue, Prépare quelque j'avoue. chose. Moi aussi, j'avoue, j'avoue. It's time! Five rounds for the undisputed UFC. Et salut tout le monde, soyez les bienvenus dans MMA Club spécial MMA GP. MMA GP puisque le prochain MMA GP arrive fort le 17 décembre. Cédric Doumbé affrontera Florent Burillon au Palais des Expos de Bordeaux, devant probablement 5000 personnes. Et Florent Burillon, il est là, regardez, il est là. On va savoir comment ça s'est présenté à lui, pourquoi avoir accepté, son profil, ce qu'il pense de son adversaire, qui est cet homme qui ose se dresser devant la montagne Doumbé. C'est parti, salut Florent, comment ça va? Salut Nico, ça va et toi? Moi ça va super, ça va super. C'est cool, merci beaucoup d'être là, ça fait vraiment plaisir. C'est cool, Bah, c'est partagé, super, merci. c'est cool. Alors avant de commencer, petite parenthèse, n'oublie pas Others, la boisson post-workout de qualité. Others, c'est vegan, c'est rempli de bonnes choses, de BCAA, de spiruline, 3 types de protéines végétales. Vous le savez, avec le code MMA Club 10, vous avez 10%. Et deuxième chose, rapidement, abonnez-vous. On va recevoir prochainement Rizlen Zouak, suite à sa belle victoire au RS9. On va lui tirer les verres du nez. Mais avant ça, on va tirer les verres du nez à Monsieur Florent Burillon. Alors, on va parler un petit peu de ton parcours. À part te taper dessus avec José Aldo, Faresiam, Yanis Gemouri ou Hamza Chimaev, qui es-tu? Et puis tant d'autres, j'imagine. Qui es-tu quand tu n'es pas en train de pratiquer du MMA? Alors, quand je suis pas en train de pratiquer du MMA, aujourd'hui, bah, je suis coach sportif. Donc, ça veut dire que je suis quelqu'un, bah, mon boulot, c'est très clairement de m'occuper des gens à plein de différents niveaux. Ça peut être bah, déjà, bah, en fait, ça reste du MMA en soi, mais c'est pas moi qui me tape dessus. Ça va être pour des compétiteurs, aussi bien en boxe anglaise, en pied-point, en grappling, en lutte, dans différentes disciplines, mais aussi le sport bien-être, faire perdre du poids aux gens, ou leur faire prendre de la masse. C'est vrai que au fil de toutes ces années, au travers du MMA et d'autres sports, bah, on comprend très vite les ficelles de comment le corps fonctionne et comment aider les gens à atteindre leurs objectifs. Ça, et aussi du coup les cours collectifs que je fais. À côté de ça, quoi dire, bah, c'est la vie depuis. Bah, j'ai la chance depuis un an d'être un petit peu à la campagne, juste à côté de Grenoble. Ok, Donc c'est la vie à la maison, la vie simple, ok, tranquille. voilà, à côté du sport, ouais. Pourquoi? Parce qu'avant, tu étais en ville, c'est ça? Ouais, alors bon, j'étais pas, c'était aussi la vie simple, mais en bas d'une tour, quoi. Ok, d'accord. J'ai bien compris, papa de deux garçons aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que J'ai ça a deux changé? petits enfants. D'accord. Est-ce que ça a changé ou modifié ton approche du sport et sa trajectoire? Euh, Très franchement, oui, énormément. Je pense que on devient vraiment un homme accompli, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes responsabilités tant qu'on n'a pas d'enfants. Mhm. Voilà, ça veut dire que bah, le sens de ta vie, il n'est pas exactement le même. Avant que tu aies des enfants, pour toi, pour tes parents, voilà, peut-être. Mais une fois que tu as tes enfants, c'est vraiment pour tes enfants. Tu fais les choses en pensant à eux. S'il faut travailler 12 heures par jour ou même 16 heures par jour, tu vas le faire. Sans être forcément fatigué, faut se lever le matin pour eux. Enfin voilà, ça change vraiment la vie de quelqu'un, je pense, d'avoir un ou deux enfants ou plus. D'accord. Je me D'accord, demande ce que d'accord. ce sera d'en avoir trois. C'est ça. Moi Toi, tu aussi, le j'en sais. ai deux. Et c'est bon, Ouais. c'est déjà des grandes T'imagines responsabilités. le troisième? Ouais. Non, moi, c'est bon, je Voilà. m'arrête là. C'est bon, c'est bon. J'ai vu aussi, voilà, j'ai fouillé un petit peu tes photos, Insta. J'ai vu aussi que tu étais un bon randonneur. Parle-moi un peu de ce qui te fait te sentir vivant à côté de tout ça. Hum. Ah bah ouais, c'est vrai que moi j'ai la chance. Enfin, ma chance à moi, c'est qu'à Grenoble, en fait, c'est une ville qui est encerclée par les montagnes. Et dans ma famille, en fait, j'allais très très souvent avec ma mère, une tante à moi qui bossait un peu là-dedans, en randonnée. Alors petit, je détestais ça. Tu vois, je détestais. Voilà, on t'emmène dehors, un coup il fait froid, un coup il fait chaud, t'es fatigué.
Mais je pense que quelque part, peut-être, ça m'a donné le goût plus tard d'y retourner pour se ressourcer. Et c'est vrai que moi, ce que ça me procure d'aller dormir, enfin voilà, de sortir avec des amis, bah déjà, on passe du temps avec des amis. Mm. Donc c'est du temps de qualité. Peut-être certains, voilà, ils vont préférer sortir. Moi, c'est vrai que mange un bon repas ou une balade à la montagne, un feu de camp, c'est top. Ça permet de se ressourcer et du coup je sais pas, de faire une sorte de rééquilibrage, un peu de se calmer, de se poser par rapport à ce rythme. Je suis quelqu'un qui est très très actif dans mon boulot et dans le sport. C'est-à-dire voilà, quand on a une vie de famille, qu'on se prépare aussi en tant que sportif de haut niveau, à savoir peut-être parfois 2 entraînements par jour. Et à côté de ça, on a un boulot, un emploi du temps bien chargé. Bah, je pense que on a besoin de se rééquilibrer, de se vider les batteries, de débrancher pendant 2 jours, 3 jours, en pleine nature, contact rien du tout, pas de téléphone, couper de tout ça, pour après remettre le nez dedans et être encore plus à fond, enfin, et rester actif. Sinon, je le sens qu'on s'essouffle à la longue, quoi, avec un rythme trop élevé. Ouais, c'est marrant ce que tu as dit parce que c'est exactement, pour synthétiser ça, j'allais dire c'est du temps de qualité et tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est vrai que c'est cool, ça permet de se recalibrer un peu avec les choses saines avant de retourner dans Ouais. la vie, le flux de la vie en fait qui est là, qui s'arrête jamais en fait. Il n'y a pas de pause, alors Ouais. que là ça permet justement de s'imposer une pause qui est saine, donc c'est cool. Je me retrouve un peu dans ce que tu as dit parce que j'aime aussi, j'ai le Mercantour moi de mon côté. Et Ouais. je pense que ça ressemble plus ou moins un petit peu au même climat que tu dois avoir quand tu vas dans les montagnes autour de Grenoble. Donc c'est cool, Ouais. c'est sympa. Et à part tout ce que tu m'as énoncé, donc tu m'as parlé de tes enfants, tu m'as parlé de ce qui te fait te sentir vivant, tu m'as parlé du MMA, du coaching. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont des priorités dans ta vie? Euh, Avant tout, je dirais que c'est ma famille, mais ça, j'en parle peu. Voilà, Mhm. voilà, les 2 enfants, machin. Ma famille, mes principes, entre guillemets, la pratique de ma religion, tout ça, d'être carré vis-à-vis de ça. Et après ça, après ma famille, tout ça, bah voilà, en fait, tout est rallié à ça. Si quelque Ok. chose est contraire à ça, je le ferai pas ou je m'en séparerai. Tant que pour moi ça colle avec ça, bah si ça colle et que je prends plaisir à le faire, voilà. J'ai la chance, je pense, même si entre guillemets de vivre de mon hobby. Ça veut dire, moi, j'ai commencé les sports de combat très tôt. Aujourd'hui, j'ai la chance, voilà, comme on dit, comme quelqu'un qui adore la pêche et il va se retrouver à apprendre aux gens à pêcher ou à passer sa journée à pêcher. Tout tourne autour de la pêche. Pour moi, il a réussi sa vie. Mm. Tu vois, parce que le mec, il est pêcheur, il aime pêcher, il pêche. Ben moi, j'aime bien les sports de combat, le MMA, la boxe et tout ça. Et du coup, je me retrouve à faire ça tout au long de mes journées. C'est-à-dire, je me lève, je pars faire de la boxe, soit moi, soit la faire à d'autres personnes, soit la faire avec des amis. Tout tourne autour de ça. Donc, je pense que voilà, et c'est raccord sans être contraire à mes principes. Donc, du D'accord. coup, ça roule pour moi. J'ai cette chance, voilà. Alors, je suis pas tout jeune non plus. C'est peut-être dur de faire ça quand on a 20 ans. Mais à 30 ans, j'ai la chance enfin, j'avais 33 là. Mais j'ai la chance de faire ça, voilà, depuis quelques années et ça me va très bien. D'accord, d'accord. Donc tu te vois continuer sur ce train de vie et Tant avec... que, ouais, tant Ouais, que ça va, bah voilà, tant qu'il n'y a pas une blessure, tant qu'il n'y a pas une contre-indication, tant que le temps me le permet, tant que j'arrive, voilà, je sais pas, peut-être demain, la situation évolue, plus personne ne prend de coaching, je sais pas, il y a une nouvelle taxe qui passe, tu peux plus le faire, je me retrouverai à faire autre chose. Tu vois, il faudra d'accord. bien passer à autre chose pour vivre, mais voilà. Mais tant que ça me le permet, tant que le monde me le permet, je le ferai. Yes, ok, c'est cool. On va parler un petit peu de MMA maintenant. Ça y est, je vais Ouais, arrêter de te tirer les verres du nez, c'est bon. Donc, je te connais rapidement par le biais de Edgar Edgy, le boss, le manager. On discute un petit peu des tueurs à gages, tu vois, qui montent dans l'ombre au CS des luttes. ouais, J'aimerais que tu présentes un petit peu globalement la structure. Parle-moi brièvement aussi de 2-3 noms qui te viennent à l'esprit, des pépites, tu vois. En particulier, il y a bien Alexandre sûr. Watley, la petite, la petite pépite, et il y en a d'autres, j'imagine. Voilà, Bien sûr. je te laisse je te laisse comment on dit, tapis rouge. Ok, ouais. Alors, le CSD, donc, c'est un club, initialement, c'était Grappleur 69, un club de JJB et de grappleurs qui était associé à Fightner 69, donc le Team Esbiri, Mm. à Villeurbanne, je crois 2012-2013, quelque chose comme ça, qui est quand même assez ancien maintenant, qui a 10 ans. Yes. Euh, Ils ont évolué ensuite, et ben, ils ont récupéré leur propre structure à eux, donc ils ont
tout en gardant un lien bien sûr avec les combattants MMA du Team Esbiri qui du coup avaient forgé de gros liens avec eux, Aresiam, Gebori, pour citer que. Et moi aussi au travers du Team Esbiri, au final j'ai fait des liens avec eux. Ils se sont décalés du coup dans leurs propres locaux à Dessines. Pour ceux qui connaissent, voilà, ils sont passés de Villeurbanne à Dessines, c'est côte à côte, c'est la banlieue, c'est collé. Et donc là où ils ont pu récupérer, du coup, développer beaucoup plus de créneaux. Et moi, c'est dans ce cadre-là que je les ai rejoints en 2020. C'est ça, en 2020, en tant que coach MMA. Parce qu'ils ont voulu ouvrir, après, je crois, 8 ans d'existence, une section MMA. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai ouvert cette section MMA au sein du CSD. Du coup, je vais, voilà, il y a aussi une section lutte, une section grappling, une section JJB. Si grappling, JJB, c'est un peu la même chose. Tout s'entrecroise. Et donc, moi, j'ai ouvert cette section MMA il y a 2 ans. Donc, j'avais quand même déjà pas mal de combattants qui étaient avec moi d'abord, qui m'ont toujours suivi. En gros, j'avais moi commencé à coacher en 2012 à la Duchère, même à Duchère Fondation. Qui ensuite, on était passé au Team Esbiri et ensuite, on est passé au CSD. Donc, voilà, il y a certains élèves, les plus anciens, que je suis peut-être depuis 6 ans, 7 ans. C'est un grand groupe de combattants amateurs. Normalement, les premiers pros devraient pourraient sortir là, mais ils ont encore quelques objectifs à faire en amateur, en personnel. Donc, on les respecte, on les suit. On n'est pas là pour leur imposer. C'est quand même leur carrière sportive, leur défi à eux. Si quelqu'un veut faire un championnat d'Europe avant de passer pro, on l'accompagne jusqu'au bout. C'est pas parce qu'il peut passer pro qu'on va le forcer à passer pro, par exemple. Et donc, je pense que l'année prochaine, par contre, là, il y aura plusieurs combattants qui vont sortir. Donc, dans cette écurie du CSD en amateur, pour moi, les grosses pépites, tu m'as posé la question, qui vont sortir, je mettrai déjà, il y en a plusieurs, mais en premier, je parlerai d'Alexandre Watley, combattant très, très complet, qui sait aussi bien boxer que lutter, que grappler, combattant qui est aussi très très physique. Je veux dire, c'est un acharné du travail qui s'entraîne 2 à 3 fois par jour. D'ailleurs, s'il m'entend, il faut bien qu'il gère son corps. Voilà. Donc très très gros, très très grand athlète, très très grand combattant avec de grosses compétences et qui se retrouve au final face à ses adversaires à beaucoup lutter et grappler alors qu'il sait très très bien boxer. Okay. Mais voilà, on prend toujours le chemin le plus facile. Si on peut dominer l'adversaire dans un domaine. Surtout que, on le sait, le sol, la lutte, c'est beaucoup plus cognitif que reptilien comparé à la boxe. Donc en fait, il y a beaucoup moins de risques de prendre un coup malchanceux. Si je suis meilleur en lutte, j'ai beaucoup plus de chances de m'en sortir face à toi que si je suis meilleur en boxe. Peut-être sur un lucky punch ou un malentendu, tu pourras quand même me toucher, me mettre à mal. Donc on prend toujours la voie la plus simple pour sécuriser les victoires avec Alex, qui est là, je crois, à 8 combats amateurs, 8 victoires. Ouais. J'en ai qui ne sont pas toutes référencées sur Sherdog. Pour ceux qui ont vérifié, pour pas me traiter de menteur. Non, mais voilà. Après, qui me viendrait, alors, par le palmarès, c'est aussi Yann Ledo. C'est un petit gars avec qui j'ai commencé à bosser l'année dernière, quand j'ai commencé sur Grenoble, parce que moi, maintenant, j'habite sur Grenoble. Je suis sur les 2 villes. Yann qui nous a rejoints, qui était vraiment débutant. Mais ce qui m'a plu chez lui, c'est vraiment son caractère. Alors voilà, on fait pas du pyramidal, on sélectionne pas forcément par le haut, mais il était motivé, tout ça, on a fait. Et en effet, c'est vrai que c'est quelqu'un qui, quand il s'est retrouvé à boxer dans la cage, il a vraiment aucune retenue. Tu sais, il y a beaucoup le petit stress, faut faire quelques combats, quelques années de pratique des fois avant qu'un combattant se sente à l'aise et puisse s'exprimer à plein potentiel. Lui, c'est vraiment le mec qui vient à l'entraînement, et disons, tu lui donnais 3 sur 10, au combat, tu lui donnes 9 sur 10. Et donc là, il est maintenant à 5 combats de MMA, 5 victoires, 5 KO. Ok. Voilà. Donc très très beau palmarès. On l'a fait combattre au HFC là. Au dernier moment, ils lui ont changé, ils lui ont fait un combat de striking. Ils le font petit gant comme au One. Il a remporté à la décision. Donc un peu de temps pour s'exprimer. Et là, normalement, il sera de retour pour ceux qui veulent découvrir Yann Ledo le 28 janvier. Il sera de retour cette fois-ci en MMA normalement. Il boxera en MMA au HFC. Donc ça va être un bon test pour lui parce que le HFC, quand même, dans l'amateur, c'est quand même un bon petit niveau. Tu sais, c'est des combats amateurs avec des coups de coude, 2 rounds de 5, un 3e round si jamais c'est serré. Voilà. Ouais, ça commence à monter en termes de réputation, le HFC. Ouais, parce qu'ils sont hyper réguliers, je pense.
Et on peut compter sur eux pour avoir des dates régulières pour faire voilà. Donc c'est vrai que ça monte, ouais. Après derrière on a, bon, je vais aller un peu plus vite, hein. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails avec chaque. On a Gwenaël Dulac, on a Guillaume Sacco qui est un ancien mais qui a montré de très très belles choses. Ok. On a vraiment toute une armée derrière. Je crois que je dois avoir 15 gars ou 20 gars. Et là, sous la pression de l'interview, c'est dur de se rappeler de tous les noms. J'imagine, ouais. En fait, t'as une armée et tu peux pas tous les citer, évidemment. En tout cas, on les salue. Voilà. Ouais, non, Ok. Je comprends. Et c'est pas évident parce que tu te dis, mince, lui va être vexé si je cite pas son nom. Ouais. Tu peux pas te rappeler. Voilà. Non. Exactement. Et puis voilà, j'ai rentré dans le détail, alors faudrait que je parle de tous pour Ouais, être. C'est bon, ils vont pas me casser la tête. C'est pas évident. C'est cool, en tout cas, merci pour cette petite présentation. C'est cool. J'imagine que cette question ou cette remarque, elle revient souvent. Voilà, on a vu que tu étais allé au Brésil, rencontrer José Aldo, en Suède, rencontrer Khamzat Chimaev. Je te demande pas de me dire si c'est des amis ou pas, je le sais très bien que non, j'ai bien compris. Par contre, j'aimerais bien que tu me racontes brièvement ces belles rencontres. Et si tu as envie de prendre la liberté de me raconter un autre voyage moins médiatique, mais qui t'a paru tout aussi important, tu vois, et ce que tu en as tiré de beau, tout simplement. Ouais, alors après, pour revenir sur José Aldo, c'est vrai qu'on est allé à la Team Upper, c'était super sympa, on avait passé 2 semaines au Brésil, avec une petite pause au milieu du séjour pour faire un peu de tourisme. En fait, ces athlètes, souvent, encore que moins pour Khamzat quand j'étais allé, mais c'est un peu des gars dans leur club, ils sont un petit peu dans leur bulle. Ça veut dire, même si c'est un club avec plein de pros, on va pas forcément les retrouver à tous les cours. Ils vont être là de temps en temps, venir s'entraîner, peut-être on va les croiser une fois ou deux dans la semaine. Alors bien entendu, on va faire une photo avec eux, voilà, pour le cas de José Aldo. Ça s'était passé comme ça à l'époque. Le Brésil, c'était un gros dépaysement. C'est vrai que j'étais pas très à l'aise au Brésil, parce que c'est un pays avec beaucoup d'inégalités. Ça veut dire que tu vas avoir des familles qui dorment dans des cartons dans la rue, au pied des gratte-ciel, et en haut les mecs qui voyagent en hélicoptère. Tu vois, c'est pour aller boire un kir à la terrasse d'à côté. Ça met mal à l'aise. Donc c'est un peu... Voilà, moi c'est vrai que j'ai été... Et puis un petit peu alors on était à Rio, un petit peu cette insécurité ambiante, où on te dit, voilà, faut rien prendre dans les poches, tout ça, donc c'était un peu, voilà. Ouais, on te met pas dans les meilleures conditions déjà en tant que touriste quand t'arrives. Ouais, alors après moi, c'est vrai que quand on était là-bas avec Fares et l'équipe, j'allais m'entraîner et je rentrais. C'est tout ce que je faisais, tu vois. Ok. Je comprends. Voilà. Après, c'était quand même un bon moyen aussi de se rendre compte, c'est là où on a répercuté que, en fait, notre niveau à Lyon, il valait ce qu'on trouvait dans une des plus grosses teams au Brésil. Ça veut dire, voilà, on n'était pas de loin, on n'était pas les meilleurs nulle part, mais on était loin d'être les derniers partout. Et on avait vraiment de quoi échanger, boxer avec ces combattants. Il faudra rappeler, on est en 2016 ou 2017, je sais plus trop. Moi, personnellement, j'avais jamais combattu en pro. Fares, il faisait ses débuts en pro. On n'en était pas du tout là où on en était actuellement. Ouais, donc, c'est vrai que c'était un bon boost. Et aussi pour faire quelques contacts, certains Brésiliens qui ont pu nous rejoindre après au Team Esbiri en France. D'accord. Après la Suède, ouais, pardon, dis-moi si tu as des questions. Non, tranquille, Ouais. Bon, non, t'inquiète. Et du coup, après, j'étais parti en Suède. Alors, la Suède, c'était passé comment? En fait, c'était Zara Fern qui m'avait un petit peu sollicité pour faire quelques entraînements, combattante UFC, vu qu'elle n'est pas très loin de Lyon, donc j'étais allé la voir. Et en fait, je préparais à ce moment-là un combat au Time to Shine. C'est une organisation qui se déroule à Zurich. Alors, je crois dans l'organisation, il y a Brander, un combattant du Bellator, mais pas très connu, hein. Et du coup, pour préparer ce combat, moi, je voulais partir en camp 2-3 semaines avant ou rentrer faire mon cutting. Et en fait, c'est Zara Fern qui m'avait proposé d'aller au All-Star. Elle avait des contacts là-bas, elle s'est déjà entraînée là-bas. Merci à elle. Et donc, du coup, c'est elle qui m'avait organisé ça. Voilà, elle m'avait dit, voilà, tu vas voir, c'est un super club, il y a plein de champions, ça va bien se passer, ils sont dans un bon état d'esprit, vas-y. Et je savais même pas, moi, sur le coup, que c'était le club de Khamzat. Parce que Khamzat, il venait de péter pendant l'été, il avait fait ses 2-3 combats, là. Et du coup, je vois après, en fait, c'est où il y a Khamzat, il y a Gustafsson, tu vois, je suis pas, je suis pas forcément un affinité, tu vois, je vais pas voir le détail, chaque combattant, quel club, où il est, tu vois. T'es détaché. Et donc, du coup,
Ouais. Et donc, du coup, bah, je me suis retrouvé là-bas avec une petite équipe. Il y avait avec moi maintenant qui brille un peu Hugo Guyon. Je sais pas si tu Yes. vois, qui a combattu 2 fois à l'ARES. Il était parti avec moi comme combattant, puis d'autres compétiteurs. Et donc, on était parti là-bas. Et là, bah, j'ai pu. Là, donc, justement, Ramzat, lui, c'était pas comme José Aldo, il était pas dans sa bulle, tu vois. J'ai pu tourner avec lui. Yes. Un partenaire qui est très, très violent, même à l'entraînement. Ouais. Et surtout, tourner aussi bah, avec tous les partenaires, toute l'équipe qu'il y a là-bas. C'était vraiment, vraiment intéressant, voir une nouvelle méthode d'entraînement. Après, je pense que, voilà, en tout cas, moi, de mon point de vue, je ne prendrai pas tout ce qu'ils font. C'est très, très dur. Souvent, on les voit en fin de semaine. Il y a beaucoup de blessés, de fatigués. D'accord. C'est vraiment à la dure là-bas. Ils s'entraînent vraiment 2 fois, 3 fois, certains 4 fois par jour. C'est vraiment très, très dur. Donc après, voilà, on est intelligent. On sait qu'on est là-bas une semaine, Ouais. que derrière, on a un combat. Donc des fois, on va sauter une petite séance pour récupérer ou autre. Mais on avait fait toute la semaine. Et c'était vraiment très, très sympa l'ambiance là-bas. Le voyage, tout ça, c'était vraiment, vraiment sympa. D'accord. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de Fares Diab, justement, qui est venu avec toi au Brésil. Ouais. Je sais qu'il a été enfin, il me semble qu'il a été plusieurs fois dans ton corner déjà, en pied-point, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tu dois avoir le sentiment d'être très bien entouré. Déjà, parle-moi un petit peu de sa plus-value, de votre relation, et est-ce que tu penses qu'il a prévu de rentrer un peu plus tôt des USA pour renforcer et ton training et être dans ton corner? Alors, Fares, déjà, avant tout, on s'est rencontrés au Team Esbiri. Et très, très vite, Fares est devenu un très, très bon ami. Vraiment quelqu'un de proche, que j'apprécie beaucoup humainement, avant tout. Alors, bien sûr, normalement, alors déjà, Fares, il me suit à distance. Toujours, on échange beaucoup. Je le consulte bien sûr beaucoup pour la stratégie, tout ça, pour les conseils. La plus-value que Fares il m'apporte, bah Fares, par son statut, c'est quelqu'un qui va avoir accès aux plus grands clubs, voilà, avec son manager Ali Abdelaziz, tout ça. Il est parti aux États-Unis, par exemple. Il est avec des grands combattants, des grands noms du UFC, dans des grandes salles. Et donc, au final, ben, moi, je peux, grâce à Fares, siphonner un petit peu de ce savoir, de ses stratégies, de ses manières de faire. Comme on dit toujours que les États-Unis sont en avance, c'est vrai, tout se passe là-bas. Et donc, on peut tirer un petit peu sur Lyon cette plus-value que Fares a, en fait. Voilà. C'est ça, vraiment, ça va être de siphonner ce que lui récupère. Ben, moi, tout de suite, je lui braque dès que possible pour essayer de récupérer aussi ça. D'accord. Et du coup, tu penses qu'il sera rentré à temps pour être dans ton corner? Oui, normalement, je sais pas, il sera là aussi dans mon corner, j'espère. C'est lui, en tout cas, que je vois dans mon coin, avec Fater, qui est aussi Yes. qui fait aussi le coin de Fares à l'UFC. Ouais, c'est cool. Et Yanis Sherfa, qui est aussi un coach qui est le head coach du Chaos Squad. Des combattants comme Samir Kadi, Anas Azizoun. Ouais. Voilà. Normalement, si tout se passe bien, ce sera ces 3 personnes dans mon coin. Chaos Squad, c'est pas vers Saint-Étienne avec. Saint-Étienne. Ouais, il y a. Merde, j'ai reçu en interview Mazri, qui a gagné. Mazri, champion d'Europe. Ouais, c'est ça, voilà. La grande Il est venu avec l'équipe en interview, ouais. c'est ça me parlait. Ouais. Ah bah, c'est cool. Ok, c'est cool, D'Europe, c'est cool. Mais je le défonce au. Comment ça s'appelle là? Le truc de réalité virtuelle là. Ah, je sais pas. Il assume pas Mazri. Ah ouais. Mais on l'a défoncé, on les a défoncés les gars du 15 squad là. On va enregistrer ça, on va lui envoyer le petit passage. C'est cool. Allez, on va parler un petit peu du MMA GP, on va parler un petit peu de Cédric Doumbé parce que sinon on va vraiment y finir à 5h du matin. Alors, combattre au MMA GP contre Cédric Doumbé, quand ça s'est présenté à toi, comment t'as réagi? Qu'est-ce que t'as ressenti? Alors, ça s'est présenté à moi la semaine dernière. Si je me trompe pas. Enfin, non, pardon. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on verrait. Ouais, enfin, il y a 10 jours, pardon. Ça s'est présenté, je crois que c'était vendredi soir. Où Eddie Déjà, il me passait 2-3 petits coups de téléphone. J'étais pas très joignable. Je me fais galérer des fois à Edgar, le manager. Et du coup, il m'a capté en fait directement avec Amaury, qui est le matchmaker du MMA GP. Et ils m'ont fait la proposition d'affronter Doumbé. Donc, bien sûr, moi, j'ai dit, écoutez, voilà, faut que je prenne le temps de réfléchir, tout ça, de peser le pour, le contre. Et je crois que, du coup, moi, j'ai passé 1 ou 2 coups de téléphone et 20 minutes après, on a dit à Amaury que c'était bon. Voilà.
qu'on prenait ce combat. Parce que très franchement, bah, sur ma première impression, c'est une occasion qu'on ne peut pas refuser. Voilà, à 33 ans, 2-0, affronter Cédric Doumbé, comme j'ai dit peut-être dans d'autres interviews, qui est aussi à 2-0 aujourd'hui. Peut-être que bah voilà, c'est peut-être le seul moment de ma carrière où ce combat pourra se faire avant qu'il prenne son envol. Là, il est dans ses débuts du MMA. Donc, c'est peut-être le seul moment où lui et moi, on peut s'affronter sur le papier. Et donc, il fallait pas laisser passer cette occasion. En plus, on est en main event du MMA GP. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut pas laisser passer. Je veux dire, cette visibilité. Voilà, il faut être logique. Et donc, il faut prendre les occasions quand elles se présentent. Bien sûr, c'est un gros défi. Mais je pense que j'ai tout à gagner dans ce gros défi. J'ai tout à gagner là-dedans, moi, personnellement. D'accord. En 2 combats, tu as passé 2 minutes 20 dans la cage en MMA Pro depuis 2017. J'aimerais bien que tu m'expliques comment tu vis le manque de compétition en MMA professionnel. Ouais, c'est vrai, j'ai fait 2 minutes. En fait, faut savoir, voilà, moi, j'ai essayé de recombattre. Malheureusement, je me suis pris pas mal de choses. Le Covid et la naissance de mes 2 enfants qui m'ont forcé à prendre ces arrêts-là et à ne pas, du coup, pouvoir remonter dans la cage. Donc, c'est vrai qu'on est passé dans 2 années de vache maigre. Enfin, là, maintenant, c'est bien relancé. Et du coup, de l'autre côté aussi, moi, je suis quelqu'un qui se propose d'aller dans la cage que quand il se sent vraiment prêt. Enfin, qui va accepter d'aller dans la cage que s'il est vraiment prêt. Ça veut dire, voilà, si on me dit dans 3 mois tu boxes et qu'aujourd'hui je suis pas déjà bien entraîné, je vais pas l'accepter parce qu'en fait, comme je te l'ai dit au début, avec mon rythme de vie, est-ce que je vais réussir à allier tout ça, gérer tout ça pour être performant? Donc là, pour le cas de Cédric Doumbé, ça fait déjà depuis après 5 mois ou 4 mois, en fait, depuis après le Ramadan, depuis le mois de mai, où je m'entraîne régulièrement. J'ai pu retourner au All-Star en Suède pendant l'été pour me préparer, dans le but justement de revenir combattre en septembre, octobre. Je voulais retourner dans la cage. Là, je m'étais donné au début 3 mois de préparation. Malheureusement, en septembre-octobre, j'ai pas pu aller dans la cage parce qu'il y avait encore actif une règle d'inactivité qui fait que je pouvais affronter personne en France. Et donc, du coup, on cherchait un combat à l'étranger pour se remettre dans les clous. Et au final, on a cette proposition-là qui, voilà, tu vois, pour le mieux, à l'étranger, ça s'est pas fait. Edgar, vraiment, il bossait à fond. À un moment, j'ai failli partir au Canada, je crois, aux États-Unis. Grâce à c'est Edgar, vraiment, il travaille avec les bonnes personnes, je pense. Et ça s'est pas fait. Pour le mieux, tu vois. Peut-être j'aurais combattu là et j'aurais du coup pas été dispo pour affronter Cédric Doumbé. Donc au final, tout va pour le mieux. Tout s'est bien ficelé. Parce qu'au final, peut-être si j'aurais combattu plus avant, aujourd'hui, j'aurais pas pu combattre Cédric Doumbé. Donc au final, je le vis très bien. Tu vois. Aujourd'hui, je le vis très bien. Ouais, je comprends. Avec du recul, c'est bien de pouvoir en tirer des choses positives. Bien sûr. Bien. La barrière entre les opportunités saisies ou les choix qu'on fait dans la vie et parfois les actes manqués, elle est très fine. Puisque, je prends l'exemple sur ton adversaire, il aurait dû se retrouver à l'UFC et finalement il te fera face le 17 décembre prochain. Et tu viens toi-même de donner ton exemple qui est aussi très frappant. Qu'est-ce que tu te dis quand tu sais que ton adversaire, même s'il a dû se rétracter avant de ça, il aurait dû signer à l'UFC? Ou du moins, il avait même signé à l'UFC. En fait, ça joue pas grand-chose parce que pour moi, ça change pas sa personne. Maintenant, très franchement, je pense que Cédric Doumbé, quand il va commencer à combattre à l'UFC, à mon avis, son niveau va monter très grandement. Parce que c'est comme jouer la Champions League. Ça veut dire que tout de suite, on change de statut, on n'affronte pas les mêmes adversaires, on n'a pas la même pression. Là, il va vraiment, à mon avis, se mettre à 2000% dans le MMA. D'accord. Non-stop. Il va s'entourer beaucoup. Enfin, il est sûrement bien entouré, mais il va vraiment... ça va booster son évolution. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu avec Fares. Voilà. Donc, au final, qu'il soit candidat à l'UFC, c'est une chose. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il n'ait pas déjà fait 4-5 combats à l'UFC.
Ça, c'est une différence. Donc, ces 2 premiers combats, elle les ai pas fait à l'UFC. Voilà. D'accord, je comprends, et c'est tout à ton honneur de répondre à la question avec autant d'humilité et de parler de Cédric Doumbé avec autant de respect. Je trouve ça super cool, mais j'ai l'impression qu'à aucun moment tu t'es dit qu'en cas de victoire, ça pourrait être toi qui te retrouves à sa place. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a Non, traversé l'esprit ou pas du tout? non, je pense pas, en fait, parce que. Pourquoi? Parce que un 2-0 ou un 3-0 standard, il a rien à faire à l'UFC. Mhm. D'accord? Maintenant, Cédric Doumbé, il a sa carrière au Glory. C'est un grand champion de kickboxing. Ça veut dire, voilà, il a déjà accompli beaucoup de choses en tant que sportif. Et c'est pour ça que lui, potentiellement, il a sa place à l'UFC, qui peut être justifiée. Même en cas de défaite. Peut-être que, qui sait, peut-être qu'il va perdre là. Et peut-être que derrière, avant, je sais pas, le mois de septembre, il va recombattre tous les 2 mois. Il aura fait 3-4 combats. Il aura engrangé 4-5 victoires. Ça n'empêche pas qu'il puisse être à l'UFC, au prochain UFC en France, comme ce qui se dit. C'est pas forcément contre-indicatif. Je lui souhaite en tout cas. Parce que moi, le soleil, il brille pour tout le monde. Hein. Bien sûr. Bien sûr, moi, dans mon combat, je viens pour remporter une victoire, pour gagner, pour moi, pour mon équipe, pour tous ceux qui m'entourent, qui me soutiennent. À côté de ça, je vous souhaite que du bien. Hein. Ouais, carrément. À côté de Ouais, ça. c'est cool. Bah, Voilà. déjà, de ne pas vous blesser Bien sûr. ni avant ni pendant votre combat, que ça se passe le mieux possible, comme je dis souvent, qu'il y ait 4 bras levés à la fin du combat, avec une bonne poignée de main, et etc., et que les carrières continuent, ça c'est clair. Pour le reste, ben, on verra, oui, c'est sûr, l'histoire n'est pas encore écrite. D'après toi, quels sont tes points forts? Mes points forts, je pense, première chose, ça va être mon entourage. Parce que même si on voit un sport individuel, ça reste en vérité un sport d'équipe. Personne ne devient champion tout seul. Hein. On a toujours besoin de partenaires, de conseils. Quand on est dans voilà, pour gérer tout, que ce soit tout au niveau de ce combat, que ce soit la prépa, le rythme d'entraînement, la stratégie. Je me repose entièrement sur mes partenaires et mes coachs. Et aussi gérer la pression autour. L'intérêt de pouvoir échanger avec, par exemple, Yanis Guémouri ou Fares Yam, des combattants qui sont exposés, ça permet de gérer cette petite pression médiatique au mieux, parce que c'est vrai que ça peut, je pense, très vite influer sur la préparation, donc ça permet de gérer ça. Donc ça serait ça. Ensuite, ça serait mon expérience en tant que pratiquant et que combattant. Je pratique les sports de combat depuis bientôt 20 ans. En compétition depuis bientôt 20 ans. J'ai fait ça depuis le début. Sur quel point faible tu penses pouvoir capitaliser? Du côté de Cédric Doumbé? Ouais. Surtout ce qui ne touche pas à son pied-point, bien entendu. Alors après, pour rentrer un peu dedans, c'est vrai que le striking MMA, c'est pas du striking K1, Muay Thai. Déjà, entre la boxe anglaise, le K1 et le Muay Thai, on va avoir de grandes différences d'appui, de rythme, d'impact et tout ça. Et au MMA, encore plus. On les gants, on regarde un combat. Comment? Excuse-moi, je disais, il y a les gants qui font bouclier en kickboxing, que tu n'as pas du tout la même. Tu peux pas faire ça. Les gants, le danger de la lutte. On peut pas lâcher sa boxe pour ne pas risquer de s'exposer à une attaque de lutte. On va le voir même sur les combats de haut niveau qu'on peut voir à l'UFC. On regarde un premier round, souvent on va avoir beaucoup de déplacements, beaucoup de cadrage, très peu de coups. Parce que les coups sont dangereux des deux côtés. Et du coup, les déplacements sont super importants. Vu que, comme tu l'as dit, on a des petits gants. Se défendre, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il faut beaucoup bouger. Voilà, c'est beaucoup de déplacements, tout ça. On cherche la bonne opportunité. On essaie pour amener la suite du combat à son avantage au mieux possible. Tout en strike, on lutte. Voilà. Ouais. Ok, on va pas dévoiler les game plans. C'était pas les intentions, c'était d'une manière globale. C'est bien que tu sois pas trop rentré dans les détails. Par rapport au trash talk, alors on s'attendait à des pics bien visés de sa part, et contre toute attente, il a été super fair play sur le live de Sandrine lundi soir, sur MMA Story France, que je cite parce qu'ils font du bon boulot. Est-ce que ça t'a surpris, ou finalement tu crois que ça arrivera à un moment ou un autre, et que c'était un petit peu stratégique? Alors, moi, j'étais parti du principe. Alors, en vrai, je fais pas très attention. On m'avait dit, voilà, prépare-toi, si ça. Et donc, en fait, déjà, c'était le but, c'est que ça glisse sur moi. Ça veut dire que même s'il y a une provocation haute, j'aurais pas répondu. Voilà, je vais pas m'amuser à faire des vidéos pour le clasher.
pour contreclasher, on n'est pas là. Enfin, j'espère qu'on me comprend. J'ai pas prétention à ça. Maintenant, moi, je comprends que voilà, beaucoup de combattants le font, surtout à l'époque des réseaux sociaux. Ça permet de vendre ses combats, d'évoluer tout ça. Moi, je pense que j'en suis pas là, d'un point de vue médiatique, et j'espère, voilà, je n'en suis pas là. Donc, dans tous les cas, je serai pas rentré dans le jeu. Et ça fait plaisir, voilà, ça reste du sport. Bien sûr, c'est pas un sport comme les autres. On joue pas à la boxe, on joue pas au MMA, ça on le dit bien assez. Mais tranquille, au final, certains m'ont dit, je crois que j'étais peut-être le premier qui clashait pas. Jusqu'à maintenant, qui sait, peut-être ça va changer avant le combat. Ça, je peux pas dire. Hein. Je suis pas dans si c'est calculé ou pas ou naturel. En tout cas, voilà, tant mieux. Tant mieux. On va pas se plaindre. Ouais, c'est cool, c'est cool. C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur le combat qui arrive? Comme toujours, hein, j'espère que voilà, je pense que le MMA GP, ce serait une grande soirée. Tout le monde viendra voir ce combat et les autres combats aussi, parce qu'il y a il y a une très très belle carte. Ça vaut le déplacement. Même un petit billet d'avion, un petit hôtel, ça peut valoir le coup. Et visiter Bordeaux le reste de la journée, hein, c'est l'occasion. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde autour de ce combat, que beaucoup de gens viendront voir ça et que dans tous les cas, il y aura un très beau show. Donc pour nous, un très très beau combat. Thomas, avant de te parler un petit peu de culture, j'aimerais que tu me racontes une anecdote. Alors, une anecdote autour des sports de combat? L'anecdote qui te... Enfin, autour de la pratique. Ça peut être un cutting, un face-off qui a mal tourné, n'importe quoi, un truc à la salle avec un adhérent. Moi, je me rappelle, alors, je vais pas citer de nom, mais ça une commence. fois, en fait, c'était... Ouais. En fait, on s'amusait à la salle, on s'était retrouvés le soir, on faisait, tu sais, alors, tu sais, voilà, on est sportif, on vit, on mange, on s'entraîne, on dort à la salle, tu vois, parfois. Pourtant, j'avais mon appart à l'époque à 500 mètres à vol d'oiseau. J'étais là-bas tout le temps. Ok. Et on jouait au loup-garou, aux cartes, tout ça. Et à la fin, je sais pas comment t'expliquer, c'était parti en bataille de boucliers. Okay. Et il y a un combattant dans le tas qui devait boxer bientôt, qui s'est pris un coup de bouclier et qui s'est fait casser sa dent avant le combat. Bon, la dent? Avant son combat, il s'est fait péter les dents sur un coup de bouclier, tu sais, les boucliers pour les front kicks et tout. Là. Ouais, les gros trucs là. Il a pu combattre, il s'est fait recoller la dent et tout, il a pu combattre. Mais je me rappelle. et attends, petit temps mort. T'as dit que t'avais pas dit son prénom ou son nom, c'est pourquoi? C'est par respect pour lui ou c'est. Voilà, il y a autre chose? Ouais, bah, je sais pas, peut-être que les gens ils veulent pas savoir qu'ils se sont fait péter leurs dents, qu'ils veulent pas que ça se qu'ils ont fait casser leurs dents dans un jeu comme ça. Bon, d'accord, c'est vrai. C'est vrai que sans l'accord de l'intéressé. Il y a avant soi, mais voilà. Ça reste dans le cadre du privé, tu vois ce que je veux dire. C'est rigolo, voilà, dit comme ça sans les noms, c'est voilà, ça. Ouais. C'est plutôt marrant. Ok, c'est cool. Merci pour cette anecdote, elle est pas mal, D'habitude, c'est des petites anecdotes cutting qui tournent au drame, et là, c'est pas mal, ça change un peu, c'est cool. Bon. Quelle est ta musique du moment? Oula, là, tu me poses une... J'écoute très peu de musique, en vérité. La question la plus dure de toute l'interview. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, même quand je m'entraîne et tout, parce que je considère, tu sais, que la musique, ça joue beaucoup sur nos émotions, ça va motiver, ça va te mettre en mood, machin. Et en fait, quand tu te retrouves dans la cage ou dans un combat, t'as pas de musique dans l'oreille. Donc, tu dois te débrouiller sans. Et c'est pour ça que j'aime vraiment prendre l'habitude de tout faire sans musique. De manière un peu naturelle. Donc, dans ta voiture, chez toi et tout, c'est pareil? Ouais, j'écoute très peu, très rarement de la musique. D'accord, ok. Et donc, je ne saurais pas te dire, je vais me sortir un truc. Non, mais faut pas se forcer. Et est-ce qu'à la place, t'écoutes des podcasts, des trucs? Très peu en vérité. Ok. Comme je te l'ai dit, j'ai un rythme de vie très chargé. Ouais. Et c'est à peine le temps, si j'ai le temps des fois de me mettre un petit animé, un petit film le soir. Ah ouais, ok. Ah ouais, donc la question suivante, c'est pareil, c'est quel est ton film ou ta série du moment? Pour passer du temps en famille. Ouais, ça, à la limite, en ce moment, je regarde quoi? C'est dommage, c'est de finir, je regardais House of Dragon. Ouais. Okay. C'est de Game of Thrones. Ouais. J'ai pas regardé, mais ouais. Attends. House of Dragon qui était pas mal. Et voilà, c'est la dernière série que je regardais. D'accord. Ok. Est-ce que t'es jeux vidéo ou pas?
Non. Ah, un petit peu, ouais. Ah, un petit peu, là, ça sourit, là. Si. Ouais. Tu Ah joues à oui. quoi? C'est Warzone. Ah, Warzone. Warzone. Ah Attends. ouais. Voilà, c'est Warzone. Tu joues à Ah Warzone oui. avec les autres. Ok, ok. Moi, je Mais pas. c'est dur, hein, putain. Warzone, c'est celui qui vient de sortir, là? Je sais pas si c'est mon âge ou si c'est les jeunes qui sont plus. De- Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est mon âge ou les jeunes qui tentent de jouer assez, mais qu'est-ce que je ramasse? Ah, d'accord, ok. Tu ramasses sur Warzone. Ok, ok. Ouais, c'est dur. Ah, les jeux de tir, si tu passes pas des heures toute la journée, c'est chaud. Tu ramasses. Ouais, Ça, c'est c'est ça. Il y en clair. a, ils passent leur vie dessus, je crois, pour Ouais, être c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu as un livre de chevet? En ce moment, non. Si j'ai pas le temps de. Malheureusement, si j'ai pas le temps pour les séries et les podcasts, j'ai pas le livre de Non. chevet. T'as pas le livre de chevet C'est non vrai plus. que. Alors, je suis désolé Tu te donnes à pour ton fond. interview culture. Oh non, non, mais Je c'est te pas grave. massacre ton interview culture, je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, en même temps, t'as été tellement généreux sur le reste que je peux pas t'en vouloir. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Ouais. Ma dernière question, ce sera, est-ce que t'as des dédicaces? Bien sûr. Merci déjà à mon équipe, au club CSD Lutte Icon, qui fait tout pour ce combat, cette prépa, qui est à fond derrière moi. Merci à ceux qui font mon coin, qui m'entraînent, à mes coachs. Pour les citer rapidement, Fares, Fater, Aïssa, Titou, mes partenaires d'entraînement, Alex, Ramzat, Vegeta, c'est son surnom, pas le vrai. Malik, Smaïn, et tous ceux que j'oublie, il y en a vraiment beaucoup, une grosse équipe autour de moi qui me soutiennent et qui font le taf. Merci à eux tous. Et puis à tous mes proches, ma famille qui me soutient bien sûr. Cool. Bah, dédicace à tout ce beau monde. Je dédicace Ouais. aussi à mon tour Edgar, Paresiam, Yanis Gemouri, que je remercie tous les trois d'être venus dans MMA Club. En même temps, manager, il était venu Yanis faire des... Demory, j'ai oublié. Ouais, non, tu l'as cité, je crois. J'ai oublié. Ah, j'ai cité, ouais. Je crois que tu l'as Tant cité, mieux. t'as dit Yanis. Voilà, il était venu, ton manager, il était venu au tout début faire des pronos avec moi au tout début du podcast, donc c'était cool. Voilà, dédicace au 69, dédicace au CSD Lutte, à tous tes gars, dédicace au MMAGP, Abdel pour le travail incroyable, dédicace à la ville de Bordeaux, dédicace aussi à Cédric Doumbé, tant qu'à faire. Ne vous blessez pas, messieurs, s'il vous plaît, tous les deux. Surtout, voilà, grosse dédicace à toi, force à toi pour ce combat. Florent Burion, merci beaucoup d'être passé dans MMA Club, c'était vraiment super cool. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est cool, c'est cool. Je rappelle que le combat, donc Cédric Doumbé contre Florent Burion, aura lieu le 17 décembre. C'est Noël avant l'heure au MMAGP de Bordeaux. Ce sera au Palais des Expos. Voilà, MMA Club, c'est terminé. On se retrouve très vite avec l'interview de Rizlen Zouak et toujours beaucoup de contenu, notamment une présentation du KSW, RS10, UFC 288. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Vous allez me manquer, mais je reviens très vite et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.